Je pense que vous m'entendez bien. Je ne vais pas faire aller ma grosse voix parce que je vais vous casser les tympans. C'est drôle parce que Julie et moi, tantôt, on se parlait et on se disait qu'on était nerveux tous les deux. C'est normal d'être nerveux, même. Et c'est mon métier, mais je suis bien énervé. Mais il y a quelque chose qui passe par-dessus mon énervement. Deux sentiments. Le premier, c'est la joie, le bonheur de me retrouver ici avec vous. C'est pas la première fois que j'ai assisté à quelques colloques comme celui-là. Le deuxième, c'est la colère et l'indignation pour ce qui s'en vient peut-être et dont on va discuter aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on est ici à cause d'une lettre puis deux chiffres. P38. Tantôt, on rigolait parce qu'on testait les micros, puis je disais P38, P38. Et là, je me suis fait l'impression d'être l'animateur d'une soirée de bingo, tu sais, qui se présente. Mais P38, c'est pas une boule de bingo. P38, c'est pas le numéro d'une porte d'appartement. C'est pas le début du numéro d'une plaque d'immatriculation. Puis c'est pas non plus le numéro de code secret d'un agent britannique du contre-espionnage. P38, là, ça porte un nom extrêmement intéressant. Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Loi sur la protection des personnes. Les personnes sont devant moi. C'est vous qui êtes protégés par cette loi-là. Le premier mot de cette loi, c'est protéger les personnes. Le dernier mot de cette loi, c'est autrui, le public. Bizarre, hein? Pas bizarre. Le législateur ne se foutait pas du public. Il ne s'est pas dit, bon, pas grave, on va protéger les personnes. Non, non, non. Ces gens-là, quand ils font des lois, sont entourés d'un groupe phénoménal de chercheurs, de rapports, ils savent ce qu'ils font. Ils ont décidé de vous protéger parce qu'ils estimaient que les personnes les plus vulnérables, c'était vous autres par rapport à autrui. Ça, c'est la vision des années 90. Mais cette vision-là, puis vous le savez bien mieux que moi, cette vision va se heurter à deux murs importants. Le premier mur, c'est ce que j'appelle la culture ambiante. Je pense que je n'ai pas besoin de faire un dessin. Aujourd'hui, on a peur de tout. Puis mettez 3T à tout. On a peur de ceux qu'on appelle les malades mentaux. On a peur des personnes en situation d'itinérance. On a peur des gens qui consomment des substances. On a peur des maisons qui accueillent les gens. On a peur de tout. C'est l'obsession du risque zéro puis de la sécurité à tout prix. Et pourtant, les psychiatres eux-mêmes, dans le mémoire qu'ils présentent à l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice, qui révise la loi P38, les psychiatres disent ceci. 25% des personnes avec des troubles mentaux sévères sont victimes de violences au cours d'une année. 25%, ça s'appelle le quart. Le quart, c'est gros. 25% des personnes avec des troubles mentaux sévères, excusez-moi, quand je dis ça, je suis choqué, sont victimes de violences au cours d'une année. Les personnes avec des troubles mentaux sont 11 fois plus, toujours les psychiatres qui parlent, les personnes avec des troubles mentaux sont 11 fois plus susceptibles d'être victimes de violences que la population en général. Donc ça, c'est le premier mur, le mur de la culture là, qui a peur, là, puis les médias jouent là-dedans, là, puis il y a une espèce d'atmosphère là, qui est une atmosphère de crainte, de peur, puis de désir de sécurité. Le deuxième mur, c'est le mur du système, le mur des systèmes, puis dans ce cas qui nous intéresse, le système médico-hospitalier. Ce que mes 48 ans de métier en journalisme m'ont appris, c'est que les systèmes s'organisent pour favoriser leur bien-être d'abord et ensuite le bien-être des populations qu'elles ont à servir. Et ça, c'est une constante que j'ai observée pendant mes presque 50 ans de journalisme. Je vais vous donner un seul exemple qui est très personnel. Il y a 14 ans, ma mère est à l'hôpital Notre-Dame. Elle a 93 ans et demi. Elle en est à sa dernière soirée. Maman souffre d'une péritonite aiguë. Alors, je vais le mettre ici, là. Maman est couchée et elle tient la jaquette. C'est pas lourd, une jaquette d'hôpital. Elle tient la jaquette d'hôpital parce qu'elle ne veut pas qu'elle touche son ventre parce que ça lui ferait mal. Les médicaments pour soulager maman sont bloqués en bas à la pharmacie. C'est ce qu'on me dit au poste. Je vais au poste. Vous ne pouvez pas crier, ils vont vous mettre dehors. Tu ne peux pas te faire mettre dehors quand ta mère va mourir.
J'ai tout fait. J'ai dit, faites ce qu'il faut, je prends la responsabilité. Réponse, ça ne serait pas éthique, monsieur. C'était plus éthique, semble-t-il, de laisser souffrir une vieille dame. J'ai pensé étouffer maman. Je vous le dis, là, pour de vrai, là, l'oreiller était là, je l'ai regardé. Maman souffrait. Dans mon impuissance, là, je l'ai enregistré. J'ai enregistré 30 secondes de l'agonie de maman. Je l'ai réécouté 12 ans après, puis j'ai fait ma crise à ce moment-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les systèmes s'occupent d'eux-mêmes. Dans un hôpital, là, vous avez des affiches au mur. C'est marqué « Nous ne tolérons aucun manque de respect envers notre personnel ». Parfait. Ils ont bien raison de mettre ça, c'est correct. On n'a pas d'affaire à engueuler ces gens-là qui essayent de nous aider. Il y a une affiche qui manque. L'affiche qui manque, c'est « Nous ne tolérons aucune souffrance chez nos patients que nous pourrions soulager ». Donc, les systèmes s'occupent d'eux-mêmes. Vous savez, respecter les exigences de la loi de protection des personnes, la P38, c'est compliqué, c'est achalant, c'est dérangeant. Alors, on gruge les droits, ici, on les bafoue là, parce que ça prend moins d'efforts. Puis aussi, parce que l'éternel, ben oui, mais c'est parce que toi, tu ne le sais pas, puis moi, je le sais. Parce que toi, tu n'es pas capable de réfléchir. Donc, la vision de protection des personnes premières concernées issues des années 90 va se heurter à ces deux murs. Mais il va y avoir une prise de conscience. Ça ne restera pas là. En 2011, le protecteur du citoyen va produire un rapport dont le titre est « On ne peut plus clair ». Des difficultés d'application de la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Je vais vous lire quelques extraits de ce rapport-là, ça vaut le coup. Force est de constater que des dérives existent et entraînent des conséquences importantes sur ceux qui ont à les subir. Un autre extrait. Écoutez ça, vraiment, là, vous allez reconnaître plein de choses là. Une personne peut être privée de sa liberté contre sa volonté par un intervenant jugeant que le comportement d'une personne représente un danger, alors que pour un autre intervenant, le même comportement ne sera perçu que dérangeant. Hein? Dangerosité, dérangerosité. Pas besoin de faire un dessin. Mais ça, là, c'est pas des impressions du protecteur, c'est des faits constatés par ses équipes de recherche. Un autre extrait. Des personnes évaluées comme présentant un danger pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental étaient présumées inaptes à consentir à l'examen psychiatrique de ce seul fait. Tu rentres au département de psychiatrie, ton gros consentement, automatiquement, c'est comme s'il y avait une barrière magnétique, puis ton gros consentement vient de sauter. Toujours selon le protecteur du citoyen. Alors que le cadre légal prévoit qu'une personne mise sous garde a droit à l'information, le protecteur du citoyen a constaté plusieurs situations où ces droits ne sont pas respectés par les établissements de santé. Alors, le protecteur du citoyen suggérait à la fin de ce rapport-là, c'était de mieux définir les concepts de la loi et de les encadrer dans un texte explicatif assez détaillé. Et je cite, « De l'avis du protecteur, les modifications proposées doivent être implantées dans les meilleurs délais. » Bien, les meilleurs délais ont pris 7 ans. C'est un petit peu long. En fait, lui voulait que ce soit fait à l'intérieur d'une année, ça a pris 7 ans. Mais quand même, on a eu, en 2018, le cadre de référence, que vous connaissez sans doute, du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui visait à préciser et encadrer la protection qu'on veut donner aux personnes premières concernées. Je vous cite la toute première page, début là. Tu ouvres le couvert, paf, tu tombes là-dessus. Ce document fait suite à 2 rapports d'enquête sur l'application de cette loi, publiés en 2011 par le protecteur du citoyen et par nous, le ministère de la Santé et des Services sociaux. Chacun de ces rapports, comme d'autres publiés antérieurement, ont fait état d'écarts importants entre les dispositions de la loi et la manière dont elles sont appliquées. Ces écarts concernent particulièrement la façon de définir le danger associé à l'état mental, la consignation des notes au dossier d'usager sous garde, le respect du droit à l'information, l'obtention du consentement de l'usager. Vous avez 4 droits majeurs que le cadre de référence nous révèle qu'ils ne sont juste pas respectés, ils sont rendus compte de ça. Autre extrait. M'excuse, hein, je vous donne des extraits, mais je pense que c'est utile de le faire, qu'on sache où est-ce qu'on s'en va. L'application d'une garde doit se limiter à la présence d'un danger pour la personne ou pour autrui et n'être envisagée qu'en dernier recours
lorsque toutes les mesures de remplacement appropriées à la situation ont été tentées et ont échoué. Je vous en lis un dernier, excusez-moi. Mais écoutez bien, parce que celui-là, là, il m'a particulièrement frappé, je l'ai souligné. Puisque les personnes mises sous garde présentent fréquemment une certaine vulnérabilité en raison de leur état mental perturbé, et c'est ça que j'ai souligné ce qui vient, il convient d'être encore plus vigilant quant au respect de leurs droits et de leurs recours, quitte à mettre à leur disposition des mesures adaptées susceptibles de renverser les obstacles à l'exercice de ces droits et recours. On était sérieux là, dans le respect de vos droits. Pas n'importe quoi. Ces deux rapports-là ont attaqué la culture et le mur du système. Si je me fais une mémoire que j'ai lue, Agide, RRA SNQ, représentation, Ligue des droits et libertés, les murs ont la vie dure. Puis arrive l'année 2023. Si je ne me trompe pas, durant cette année-là, Emmanuel, tu me corrigeras si je me trompe, il y a 10 personnes qui sont mortes aux mains d'hommes en crise. C'est une année particulièrement difficile. Et en même temps, la loi P38, cette année-là, avait 15 ans, le ministère de la Justice, Carman, je ne me rappelle pas lequel, a demandé à l'Institut québécois du droit, de réforme du droit et de la justice de réviser P38. Il faut avouer que ce n'est pas le moment idéal pour le faire, mais je ne crois pas que la situation des droits humains va aller en s'améliorant vraiment fort dans les années qui viennent. Donc, on en arrive donc aux mémoires, c'est-à-dire à la vision d'une part de vos groupes de défense, les groupes de défense de vos droits, et d'autre part, celle des psychiatres, du barreau et des avocats des contentieux. Ça, c'est les avocats des établissements, les avocats des hôpitaux, ceux qui vous amènent en cours quand P38 se fait. Quand j'ai rencontré Nancy, Claudia et Hamza à l'Agile, m'ont fait venir, il y a presque eu un cri. Écoutez, j'ai encore mes notes, là. Je pourrais vous les montrer si vous ne me croyez pas. La première ligne. Les psychiatres veulent un tribunal qui va tout faire en même temps, garde et soins. Et c'était presque crié par mes amis de l'Agile. C'était comme si ça résumait l'ensemble des choses. On sait tous que l'Association des médecins psychiatres, le Barreau du Québec et les avocats des établissements recommandent en gros la même chose. La création de ce tribunal unique qui juge la garde et les traitements en même temps. Et deux, et ça c'est important, un élargissement du concept de dangerosité pour ne pas avoir à répondre à autant d'exigences pour en arriver à établir la dangerosité d'une personne. Je veux juste souligner que le barreau, quant à lui, ne veut pas changer la notion de dangerosité, du moins dans son mémoire. Alors, j'ai lu, moi, des mémoires de tout un chacun. Agide, RRSNQ, Représentation, Ligue des droits et libertés. Je ne sais pas pourquoi je le fais à gauche, mais c'est un réflexe. Et à droite, les psychiatres, le barreau et les avocats. Je rigole, mais je n'ai pas envie. Ce que je vois, là, c'est que les personnes premières concernées, à travers des groupes qui les représentent, sont littéralement terrifiées à l'idée que ça se réalise. Quand j'ai imaginé le mot terrifié, je me rappelle, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Claudia, j'ai dit « Claudia, moi j'aimerais ça utiliser le mot terrifié. Est-ce que tu m'approuves? » Aucune hésitation. Oui, Pierre, les gens sont terrifiés. Les avocats et les psychiatres disent « Pour votre bien », c'est écrit là, c'est écrit. Pour votre bien, il faut absolument faire ça. Et vous, les personnes premières concernées, vous dites, mais oui, mais ce que vous nous proposez pour notre bien, là, ça nous terrifie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Là. Mais vraiment pas. Puis ça, c'est comme pas présenté. Il y a juste les initiés qui voient ces choses-là, parce qu'il faut avoir lu ces trucs-là, puis les journalistes n'ont pas le temps. Moi, je suis en retraite, j'ai le temps, mais les journalistes n'ont pas le temps, ou ne prennent pas le temps de lire ces mémoires. Moi, ce qui me terrifie, c'est la profondeur du fossé entre ces deux positions. Ça me fait peur. Et ce qui n'est pas écrit, mais ce qui est en filigrane des mémoires des avocats et des psychiatres, c'est « Chères personnes concernées, vous êtes trop mêlés, pas assez lucides pour savoir ce qui est bon pour vous. » Mais nous, on le sait. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc, presque comme ça. C'est sûr que ça pèse lourd, les psychiatres et les avocats. Mais vous n'êtes pas des poids plumes, vous autres, là. Hein?
Vous avez des maudits bons groupes qui sont solides. Je les ai connus un peu, là, puis j'ai été toujours étonné de cette énergie. Est-ce que Doris est dans la salle? Doris Provencher? Allô, Doris? Moi, je faisais affaire avec Doris dans le temps. Oui. Voyez-vous, ça, c'est une énergie concentrée sur deux pattes, là, en une seule personne. Alors, quand je dis que les groupes sont forts, je pense à des gens comme Doris et comme Nancy, comme Claudia et comme tous les autres. Mais vous n'êtes pas seul. Il y a le rapport du protecteur du citoyen. Il y a le cadre de référence. Il y a l'appui de la Ligue des droits et libertés du Québec. Il y a aussi autre chose. Il y a la position commune de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, une position commune sur la santé mentale. Je vais vous traduire un extrait de leur communiqué conjoint, OMS, Haut Commissariat aux droits de l'homme. Nous préconisons fortement une approche basée sur des droits humains pour la santé mentale. Nous appelons à un changement significatif de paradigme pour passer de l'approche biomédicale à un modèle qui promeut le développement personnel, l'autonomie et l'inclusion dans la communauté. Encore une fois, ça vient des plus hautes instances internationales. En fait, si je voulais faire court, là, c'est pas vous autres qui êtes dans le champ. C'est avocats, psychiatres, avocats des contentieux et barreaux, parce que je regarde des organisations internationales qui réfléchissent. Voici ce qu'ils disent. Ils disent la même chose que vous dites, ou à peu près, dans vos propres mémoires. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je présume que vous avez pas mal pensé à tout ça. Mais je peux vous parler des médias. Les médias ont l'obligation déontologique, et on ne la contourne pas, de présenter toutes les facettes d'une réalité, que ce soit un reportage, une série de reportages, une chronique ou une série de chroniques. La règle est la même. Si vous êtes convaincu qu'un reportage, une chronique ou une série de reportages ou de chroniques penche nettement d'un côté, sans présenter l'autre côté, je vous encourage fortement à porter plainte au Conseil de presse du Québec. Je connais très bien le Conseil de presse du Québec. C'est mon meilleur ami qui a rédigé le code de déontologie et c'est un avocat et il l'a très bien fait. C'est gratuit, le Conseil de presse du Québec. Ils sont très efficaces. En fait, en deux mots, là, c'est des représentants des patrons des médias, des journalistes et du public. Et c'est très sérieux. Ils ne penchent pas du côté des médias. Je peux vous en donner ma parole parce que j'ai vu les médias tellement les engueuler que ça m'a rassuré quant à leur neutralité. Alors, portez plainte si nécessaire, et c'est un ancien président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec qui vous le dit. Vous pouvez aussi demander à rencontrer des patrons des médias. Tu sais, j'ai fait l'expérience, je ne vous raconterai pas tout ça, là, je pourrais vous en parler au dîner, mais il y a un de mes amis qui lance un livre sur les entendeurs de voix. J'ai essayé de lui obtenir des entrevues, on ne m'a même pas répondu. Bon. Ils ne sont pas sensibilisés, mais vous pouvez les rencontrer. Le pire qui peut arriver, c'est qu'ils vous disent non, puis s'ils vous disent non, ils vont porter l'odieux d'avoir refusé de vous rencontrer. Je voulais vous parler du mécanisme judiciaire d'action collective, mais vous êtes pas mal bon. Je pense à Action Autonomie en a lancé une, au nom là, de la garde de 72 heures qui était largement dépassée. Puis je pense que l'entente, c'est de l'ordre de 8,5 millions. Et mon grand bonheur, c'est que les groupes, corrige-moi si je me trompe, Nancy, mais peut-être, oui, vous autres, peut-être, les groupes vont recevoir une partie de cet argent-là. Donc ça me fait plaisir, parce qu'une autre des choses que j'ai constatées dans la vie, c'est que les groupes comme la GID, la RRA, SNQ, Représentation, courent la moitié de leur temps vers l'argent, puis l'autre moitié, ils font la job qu'ils veulent faire. Alors, s'ils ont de l'argent, bien, ils vont pouvoir se consacrer à ça. Une dernière chose, parce que ma conjointe et moi, ma conjointe est marocaine, elle est avocate. Elle a ce défaut comme Emmanuel. T'es pas avocate, toi, mais t'as fait ton droit. Mais elle a eu une idée, je ne sais pas si vous y avez pensé, je présume que vous y avez déjà pensé. La Charte québécoise des droits et libertés, ça a été adopté en 1975. 2 ans après, peut-être pas tout à fait 2 ans, mais presque. Dans les motifs de discrimination, là, la Charte dit que la discrimination est interdite en vertu de patati patata, patati patata. En 1977, ils ont rajouté comme motif de discrimination l'orientation sexuelle. Donc, nos amis LGBTQ+, avaient un outil, leurs droits étaient inscrits. Et si
vous demandiez qu'on rajoute comme motif de discrimination, là, écoutez, c'est moi qui fais ça, là, c'est peut-être mal fait, là, vulnérabilité en raison de l'état mental. Parce que dans les motifs de discrimination, on parle de handicap. Et c'est pas vous. Parce qu'on sent que c'est handicap physique. Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible? Peut-être que des juristes qui seraient présents pourraient nous le dire, mais ça ferait un débat public et ça vous donnerait plus de moyens de vous battre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Hi, j'ai dépassé de 5 minutes.